Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire d'Ezri consacré à des trucs et astuces pour vous faciliter la vie lors de l'utilisation d'Argis Pro. Aujourd'hui, nous allons passer en revue toute une série de petites fonctionnalités et d'options qui peuvent donc vous aider à mieux progresser et à faciliter vos différents processus dans Argis Pro. Donc les plus expérimentés d'entre vous connaissent certainement déjà certains des trucs que nous allons montrer, mais je pense que vu la variété des sujets qu'on couvrira, je pense que tout le monde pourra ici apprendre quelque chose, tout le monde repartira d'ici plus expérimenté qu'avant. Donc il n'y aura pas vraiment de théorie aujourd'hui, nous allons directement plonger dans l'interface d'Argis Pro pour une démo, mais vu que nous allons vous montrer des fonctionnalités assez diverses, nous avons quand même essayé de les structurer. Donc nous allons d'abord parler de personnalisation de l'interface par exemple, puis nous allons parler un peu de cartographie et de symbologie, ensuite de sélection et de navigation, ensuite d'édition, avec quelques raccourcis qui peuvent vous faciliter la vie, et enfin brièvement de géotraitement et d'analyse spatiale. Alors, une toute première chose que je dois vous signaler, c'est le fait que l'interface d'Argis Pro a beaucoup changé récemment. Donc en mars est sortie la version 2.3 d'Argis Pro. Donc ici, à l'écran, vous voyez l'interface de départ d'Argis Pro 2.2 et dans le cadre de cette démo, je vais utiliser Argis Pro 2.3.2 avec une interface renouvelée. Voilà. Donc vous voyez déjà la différence par rapport à l'interface 2.2, l'interface 2.3, mais on retrouve les éléments basiques, c'est-à-dire mon identité. Je suis Adrien de la compagnie Ezri connecté à argis.com, Argis Online, et je peux trouver à gauche toute une série des projets récents qui ont récemment été ouverts. Ici à droite, je peux utiliser des modèles de projets pour ouvrir un projet, pour créer un nouveau projet selon un modèle préenregistré. De base, on a 4 modèles et on peut ensuite en créer de nouveaux. La liste de projets récents, je peux aller la nettoyer en supprimant des projets par un clic droit. Et je peux aussi aller piner, accrocher des projets tout en haut. Par exemple ici, voilà, j'ai un projet démo, je peux l'accrocher et il sera mis tout en haut. Ensuite, je peux aller, si je le désire, le retirer de la liste ou le dépiner, voilà, pour qu'il ne soit plus mis en favori. Ainsi, on peut garder quelques projets fréquents en tant que favoris, pour ainsi dire, tout au-dessus. Alors, il y a toute une série d'options et de paramètres que l'on peut aller customiser pour améliorer son Argis Pro sans pour autant même ouvrir une carte ou un projet. Si je vais ici dans Settings, pour ouvrir le menu, je peux accéder à ces options. Alors tout d'abord, vous voyez ici ma version d'Argis Pro. Je peux ici aller dans Portail, qui me permet de me connecter soit à Argis Online ou à différents portails ou Argis Enterprise. J'ai ici mes informations de licence. Voilà, j'utilise une licence Advanced et j'ai 2 extensions. Et ensuite, j'ai une série d'options. Alors les options sont regroupées en 2 catégories, les options de projet et les options d'application. Les options de projet sont liées au projet en cours. Puisqu'il n'y a pas de projet en cours, ces options sont pour le moment grisées. Les options de l'application s'appliquent par contre à toute l'application, à tout Argis Pro et donc à tous les projets. Alors je peux par exemple aller changer pour tous mes projets la base map, donc la couche de fond qui sera utilisée. J'ai accès ici à un petit catalogue que l'on peut aller customiser via Argis Online ou via un portail. Donc par exemple, moi je pourrais mettre que ma couche de fond par défaut, c'est celle de l'IGN. Voilà. Je pourrais aussi décider d'avoir un système de coordonnées par défaut. Donc de base, dans ArcMap et dans Argis Pro, la référence spatiale est déterminée par la première couche qui est ajoutée dans la carte. Donc, si vous ajoutez une couche en Lambert 72, directement, votre carte dans Argis Pro ou votre data frame dans ArcMap prend cette référence spatiale. Maintenant, vous pouvez décider de déterminer une référence spatiale par défaut. Alors, dans ce menu de référence spatiale, on peut aussi déterminer des favoris. Vous voyez par exemple ici qu'on peut mettre différentes couches en favoris. Je peux par exemple aller rechercher WGS 84
Bon, je vais prendre un premier que je trouve. Voilà, juste pour vous montrer qu'on peut ajouter aux favoris une certaine projection. Voilà. Et donc maintenant a été ajouté à ma liste de favoris ce système de coordonnées. Si je veux le retirer, je clique droit et je le retire de mes favoris. Alors on a d'autres options qu'on peut aller configurer, comme le zoom, la sélection et dans l'édition. Une option intéressante dans l'édition, c'est la sauvegarde automatique de nos éditions. Voilà, ici. Vous voyez ici les options de session et on peut choisir de automatiquement aller sauvegarder les éditions, soit après un certain nombre de minutes, soit après un certain nombre d'opérations. Donc si par exemple vous êtes vraiment en train d'éditer beaucoup d'opérations, ben, vous pouvez choisir de sauvegarder toutes les 30 opérations ou toutes les 10 opérations. Alors, dans les options de display, vous trouverez aussi des options pour améliorer la visualisation pour les PC qui sont moins performants. Enfin, je peux vous signaler les options de langue. C'est ici que vous pourrez aller choisir de mettre Avis Pro en français. Alors ça doit se faire en deux étapes. Il faut tout d'abord télécharger sur le site Maestri euh, un patch de langue française et ensuite l'appliquer en le sélectionnant ici. Bon, le seul petit problème avec ça, c'est que les patchs ne sont pas mis à jour aussi souvent que le logiciel. Vous voyez, donc dans mon cas, je suis à jour avec ma version d'Aris Pro qui est en 2.3.2, mais le patch français est toujours en 2.2. Donc, si je voudrais utiliser Arcis Pro en français, je dois repasser à la version précédente d'Arcis Pro. Donc voici pour les options. Les options liées à l'application, donc celles qui sont liées à tout Arcis Pro. On a aussi les options liées au projet, où on peut décider par exemple d'avoir la géodatabase par défaut ou le dossier par défaut du projet. On va voir ça en allant dans un projet. Voilà, j'ai ici un petit projet avec une carte et une scène. Et je vais vous montrer comment on peut toujours personnaliser Arcis Pro. Alors dans Arcis Pro, on a ici une petite galerie qu'on peut aller customiser. Je peux aller créer des groupes et ajouter des outils. Par exemple, je vais créer un groupe 3D et je peux aller ajouter des outils. Par exemple, un outil pour créer des TIN, un modèle numérique de terrain. Voilà. Et j'ai maintenant cet outil qui est disponible dans ma galerie. Je pourrais créer d'autres groupes. Par exemple, un groupe de partage. Donc par défaut, vous avez vous-même peut-être des groupes qui sont déjà créés, mais vous pouvez vous-même aller paramétrer ces groupes. Voilà, ici, partager, un pactage. Voilà. Et vous verrez donc que mes différents outils peuvent être séparés en différents groupes. Je pourrais avoir ici toute une série d'outils 3D, ici toute une série d'outils de partage, par exemple. Ça permet ainsi de paramétrer l'interface comme ça nous convient, ou en tout cas de paramétrer cette partie de l'interface. Maintenant, on ne va pas rentrer dans le détail, mais sachez que toute l'interface peut être customisée, c'est-à-dire que toutes les options, on peut choisir de les retirer ou d'en ajouter. Je pourrais choisir de retirer le Geostatistical Wizard ici, vu que je ne l'utilise pas souvent, et par contre de mettre un raccourci vers le clip, parce que j'utilise le clip plus souvent. Alors comment faire ça? C'est toujours dans les options. On aura ici Customize the Ribbon, donc paramétrer l'interface. Et vous voyez que je pourrais retrouver ici la liste des différentes possibilités. Et il me suffit en fait d'ajouter ou de retirer des boutons d'une liste à l'autre. Voilà, on ne va pas rentrer ça en détail, mais sachez vraiment qu'on peut aller enlever ou retirer des boutons à sa guise pour créer une interface.
Alors d'autres personnalisations de l'interface qui sont possibles, bon, peuvent être très simples, hein, comme changer la taille d'une fenêtre, mais on peut aussi prendre et déplacer tout élément. Donc par exemple ici je viens de prendre une scène, je peux choisir de la mettre à droite. Voilà, et donc j'aurai ma carte à gauche. On pourra aussi faire la même chose avec une table d'attributs par exemple. Voilà, j'affiche une table d'attributs. Elle va se mettre ici à droite. Je peux la prendre et j'ai ici des guides qui apparaissent et je peux choisir de la mettre en dessous par exemple. Voilà. Alors on peut faire ces paramétrisations-là une fois, ou bien on peut choisir de les sauvegarder pour les réutiliser dans des projets suivants. Comment on va faire ça? En faisant un modèle de projet ou project template en anglais. Donc une fois qu'on aura créé notre modèle de projet, alors je ne vais pas le faire ici parce que ça peut prendre un peu de temps et notre webinaire est limité dans le temps, mais une fois qu'on a créé le modèle de projet, il est disponible après pour la création de nouveaux projets. Donc quand on fera nouveau, on pourra choisir entre les modèles standards, les 4 modèles standards ici, et notre nouveau modèle qui sera disponible en dessous. Et ceci va donc sauvegarder nos paramètres d'interface, nos paramètres aussi de connexion et de favoris. Je vous ai parlé des favoris dans les systèmes de coordonnées. On les retrouve dans les options, mais aussi dans les propriétés de la carte. Je vais sélectionner une carte d'abord. Tac. On retrouve aussi des favoris dans les outils. Donc vous voyez ici qu'on a une série d'outils qui sont disponibles en tant que favoris par défaut, mais on peut aussi choisir de mettre un outil en tant que favori. On fait un clic droit dessus et on va mettre ajouter aux favoris. Et il va être ajouté à cette liste. On peut aussi faire un clic droit sur un outil et dire de l'ajouter à la galerie d'analyse, c'est-à-dire de l'ajouter à la galerie ci-dessus. Ceci peut marcher avec n'importe quel outil, donc vous pouvez faire une recherche, voilà, make mosaic layer, voilà, clic droit, ajouter à la galerie d'analyse, ajouter aux favoris. Donc favoris système de coordonnées, favoris d'outils, et une troisième sorte de favoris sont les favoris de connexion du catalogue. Donc vous voyez ici, j'ai mon petit bouton favoris, où personnellement j'ai stocké quelques services web, quelques connexions qui sont utiles. Ça peut être des connexions des services web, ou des connexions à des dossiers. Voilà, ici c'est un dossier sur mon PC, simplement d/projet, mais je peux choisir de garder en favori parce que je dois souvent aller accéder à ce dossier-là. Je peux par exemple faire ajouter au projet, et directement il va être ajouté dans ma connexion. Je peux vous le remontrer. Il ne fait pas partie de mes connexions. Je vais dans favoris, je l'ajoute au projet, je reviens, il est disponible. Ce qui peut m'éviter de la navigation dans mes dossiers qui serait nécessaire en passant par le ajouter une connexion à un dossier. On peut faire ça pour des dossiers, mais aussi pour des géodatabases, pour des connexions à des bases de données, pour des connexions à des serveurs. Voilà, ça permet vraiment de faire des favoris du catalogue. Alors, un autre petit truc déjà connu pour ceux qui suivent nos webinaires, c'est la possibilité de lier des vues. Donc, par vue, on veut dire une carte ou une scène. Je vais ici dans Vue et je peux lier. Je peux choisir de lier le centre ou de lier le centre et l'échelle. Donc, si je choisis de lier le centre, voilà, j'ai ici lié les deux de façon à ce que quand je me déplace dans une de mes cartes, l'autre se déplace aussi. Et vers le sud. Alors, d'une autre façon, on peut choisir de lier le centre et l'échelle. Vous voyez que ici, à droite, voilà. Cela peut être utile pour voir à la fois une donnée cartographique et une donnée image, comme dans cet exemple. Faites attention qu'une fois que vous cliquez sur la liaison reste, quoi que vous faites ensuite. Et donc, si vous n'en avez plus besoin, il faut aller la désactiver. Voilà. Alors, on
va passer maintenant au truc qui concerne la cartographie et la sélection. Alors tout d'abord, vous avez peut-être déjà rencontré la situation où on veut ajouter des données qui comprennent vraiment des milliers de points, vraiment de grands datasets de données, dont le dessin peut être assez lent. Alors, et parfois on peut se retrouver aussi avec des dossiers, des sous-dossiers, et ne pas trop savoir quoi ajouter, et ainsi perdre du temps. Alors, il y a une possibilité de visualiser des données pour les consulter sans pour autant demander à notre PC de les dessiner. Donc, dans ce cas-ci, je vais regarder par exemple juste cette petite couche, je fais un clic droit dessus dans mon catalogue et je peux aller faire voir les métadonnées, ce qui me permet d'accéder à des données textuelles métadonnées, mais aussi à une prévisualisation de la géographie, un dessin simplifié. Voilà. Et à une prévisualisation de la table. Donc cette prévisualisation de la table ne va me charger que les premiers éléments. Bon, ici, de toute façon, je n'en ai pas beaucoup, vu qu'il n'y a que 21 communes, mais si j'avais des milliers et des milliers d'éléments, je ne pourrais en charger que quelques-uns, juste pour me faire une idée du contenu de ma table, sans pour autant la charger vraiment dans ma carte. Alors, un truc qui peut paraître simple pour certains utilisateurs, mais qui vaut la peine d'être rappelé, c'est la sélection. La sélection peut se faire en cliquant et en faisant un carré par défaut, mais on peut aussi aller rajouter des sélections en utilisant le bouton Shift, et on peut aller enlever des sélections en utilisant le bouton Contrôle. Voilà. Alors, toujours dans ce chapitre sur la sélection et la cartographie, on peut vous montrer comment customiser un point pour utiliser un logo. Par exemple, on va voir comment on peut afficher la localisation d'Esri Belux avec le logo d'Esri. Donc ici, j'ai mon point. Je peux cliquer sur mon point, ce qui me permet d'aller modifier le symbole. Voilà, le panneau de symbologie s'ouvre, me propose des modèles par défaut, mais je peux aussi aller dans Propriétés pour aller modifier mon modèle. Je vais ici dans la deuxième option, et là vous trouverez Picture Marker, la deuxième option, où là on peut insérer une image et un dossier. Ce que je vais faire, et je vais aller chercher ici, voilà, un logo au format PNG. Alors il est affiché, mais il est juste très petit. Alors je vais le mettre à une taille beaucoup plus élevée. Voilà. Si j'applique maintenant mon symbole, voilà, vous voyez ici le logo affiché. Je peux même le mettre encore plus grand. Voilà. Alors ça, c'est pour des données comme un PNG. Si vous avez des données au format vectoriel, vous pouvez rester dans l'option Shape Marker. Et là aussi, vous avez l'option d'aller choisir un fichier, mais il faut cette fois-ci que ce soit un format vectoriel. Voilà, cette option-ci est plus performante, mais pour la plupart des images, dans le doute, vous pouvez toujours utiliser Picture Marker et File. Donc ça, c'est un petit truc qui peut être utile à beaucoup de monde. Alors, toujours dans la symbologie, vous verrez dans votre galerie une série de symboles par défaut. De base, on a deux styles, Aris 2D, Aris 3D. Beaucoup d'autres options sont pourtant disponibles. Par exemple, si je tape aéroport, je peux trouver des symboles d'aéroport. Mais je peux aussi rajouter d'autres styles. Comment faire? Je peux aller retourner dans mon catalogue et aller me connecter à Aris Online, ici. Je clique sur le petit nuage qui me permet de faire une recherche sur tout Aris Online, sur tout l'Internet. Et je vais taper Stylix. Stylix est en fait l'abréviation du format des styles. Je fais une recherche et il va donc me faire une recherche sur tous les objets de type style d'Argis Pro. Et je vais trouver toute une série de styles qui ont été publiés par d'autres utilisateurs, la plupart par Esri. Par exemple, j'ai un style ici, météorologique, ou bien alors j'ai un style voilà, de signes qui peuvent être utiles pour
des autorités publiques, je vais faire un clic droit et je vais ajouter le style. Donc le style va être téléchargé. Voilà. Si je vais dans mon projet, je vais maintenant style et je vais retrouver, voilà ici, Public Signs qui a été rajouté. Qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, quand je voudrais aller changer la modification, cette fois-ci de mes points ici dans mes communes, voilà. J'aurai le choix maintenant entre ArcGIS 2D, ArcGIS 3D, mais aussi ce style que je viens de télécharger. Je peux retrouver ici quelques symboles qui peuvent être pratiques, par exemple un symbole pour des toilettes ou pour des cafés. Voilà, quelques cafés de Bruxelles. Ces symboles peuvent après être eux-mêmes paramétrés en utilisant les différentes options ici. Mais en tout cas, ils me fournissent une bonne base de travail. Alors, on va passer en revue quelques autres petits raccourcis qui peuvent vous faciliter la vie. Alors, vous connaissez sûrement déjà le CTRL S, qui dans beaucoup d'autres applications permet de sauvegarder le projet. Voilà. On a aussi le CTRL O qui permet d'ouvrir un autre projet. Voilà, je ne vais pas le faire. Et enfin, on a le CTRL N pour créer un nouveau projet. Un autre raccourci qui peut être utile, au cas où on a plusieurs cartes ou plusieurs scènes qui sont ouvertes en même temps, c'est le CTRL Tab. Voilà, j'ai fait Alt Tab par réflexe. Voilà, CTRL Tab, et non pas Alt Tab qui, comme vous l'avez vu, sert dans Windows, mais CTRL Tab permet de passer rapidement d'une scène à une carte. Voilà, CTRL Tab. S'il peut être utile. Dans ce cas-ci, je n'en ai que deux, mais si on en a trois ou quatre, à chaque fois, appuyer sur Tab permet de passer à la suivante et ainsi de pouvoir passer de l'une à l'autre. Voilà. Un autre raccourci qui peut être utile, c'est d'appuyer sur la touche CTRL et puis de cliquer. Et ceci, ça va tout activer et tout désactiver sur une carte. Donc pour cocher, décocher différentes couches d'un seul coup. Dans ce cas-ci, je n'ai que 5 couches, mais je sais que certains d'entre vous peuvent avoir des cartes qui contiennent 10 ou même 20 couches. Et dans ce cas-là, pouvoir tout décocher et en cocher sur une peut être un petit gain de temps. Alors une autre possibilité qu'on a, c'est d'aller sélectionner en enfonçant la touche CTRL plusieurs couches et puis d'appuyer sur la barre espace. Et avec la barre espace, on va pouvoir activer, désactiver d'un seul coup plusieurs couches. Alors, deux petits raccourcis pour la navigation. Le premier, c'est une fois qu'on a sélectionné certaines entités et qu'on s'est perdu quelque part, on peut aller cliquer sur le bouton ici, Selected Features, qui va nous permettre de rezoomer sur ce qui a été sélectionné. Voilà, comme ceci. Une autre manière de s'y retrouver, c'est de créer des bookmarks ou géosignés. Donc comment on fait ceci? On a ici Bookmarks, je clique dessus, je fais nouveau, je lui donne un nom, aux environs d'Anderlecht. Je peux en créer un deuxième, aux environs de Woluwe. Ainsi, quand je serai ailleurs, je peux toujours revenir à mon étendue sauvegardée. Alors, ce qui est pratique aussi avec les bookmarks, c'est qu'ils restent de carte en carte. Donc ici, je suis sur une scène et je peux de nouveau utiliser, voilà, mon étendue sauvegardée. Donc c'est vraiment des signets qui peuvent être utilisés pour sauvegarder certaines zones qui nous intéressent. Imaginons par exemple qu'on travaille sur la rénovation d'un endroit particulier, eh bien on peut sauvegarder cette étendue et après, quelle que soit la carte sur laquelle on travaille, quelles que soient les données sur lesquelles on travaille, on peut toujours revenir à l'étendue qui nous intéresse.
Voilà. Alors, on va maintenant parler un peu d'édition. Et tout d'abord, pour faire la transition un peu entre la symbologie et l'édition, je vais vous parler de l'ajout de petites notes de texte. Donc, à quoi ça sert? Si je voulais assez rapidement rajouter une petite note sur ma carte, je pourrais le faire avec insérer et aller directement ici, Text Map Notes. C'est une manière plus rapide de faire du texte que d'aller faire des étiquettes ou labels. Alors, vous voyez que maintenant ici, quand j'ai cliqué dans édition et puis créer, que la possibilité est maintenant disponible de créer des petites map notes. J'ai choisi le mode large et je vais choisir le mode qui suit une ligne, ce qui va me permettre de tracer une ligne et de faire le texte sur cette ligne. Par exemple, je vais marquer Bruxelles Centre et je vais aller tracer une ligne ici. Voilà, comme ceci. Je vais peut-être la déplacer par après. Bruxelles Centre, vous voyez. Je pourrais aussi, ce serait aussi utile dans le cas où je voulais en créer plusieurs à la suite. Par exemple, hôpital. Je peux en faire un, puis un deuxième, et puis un troisième, et ainsi de suite. Voilà. Le gros avantage de ces mapnotes, c'est vraiment la rapidité, mettre un petit texte, mettre une petite note, sans devoir passer par la création de champs, la création d'étiquettes, voire la création d'annotations. Donc, juste pour répéter, c'est insérer, puis dans ce menu, aller en bas, choisir Text Map Notes à la bonne échelle, ensuite aller dans Édition, aller dans Créer, et là on aura, en plus des options de création d'entités appartenant aux couches déjà présentes dans la carte, la possibilité d'ajouter nos textes de notes. Alors je vais sauvegarder mes éditions. Voilà. Et je vais maintenant vous montrer d'autres options d'édition. On va aller éditer par exemple ici une couche de route qui n'est pas complète. Alors, imaginons que je veux partir d'ici et modifier donc ou créer simplement une nouvelle ligne qui appartient à cette classe d'entité. Je prends mon outil de traçage de ligne et je commence à tracer mes lignes. Et puis, voilà, je fais ça de manière un peu anarchique. Voilà que j'arrive au bout de ma carte. Comment faire? Alors, il y a deux solutions. La première, c'est d'utiliser le bouton central de la souris, qui va donc me remettre en mode de navigation et me permettre ensuite de tirer ma carte vers la droite. Voilà. Une deuxième possibilité, c'est d'utiliser la touche C, la touche C du clavier, qui libère ma souris et me permet d'aller faire autre chose. Par exemple, je peux cliquer et tirer ma carte, mais je peux aussi aller activer une autre couche ou faire toute autre opération dans l'interface. Je peux par exemple ici relâcher la touche C, je reprends le contrôle de mon édition et aller maintenant me snapper à cette nouvelle couche que je viens d'ajouter. Voilà. Donc la touche C du clavier permet de passer de l'outil d'édition à l'outil de souris plus standard. Ici, je ne vais pas sauvegarder cette ligne qui ne représente rien. J'utilise donc le bouton Discard. Voilà. Alors, d'autres manières de digitaliser plus facilement existent.
je peux par exemple créer une ligne qui soit perpendiculaire à une ligne. Comment faire? Je vais aller créer une ligne, en suivre une autre, faire un clic droit, et là je pourrais faire une ligne perpendiculaire. Voilà. Et vous voyez maintenant que je suis coincé dans une ligne perpendiculaire à la première ligne que j'ai tracée. Donc même si je bouge ma souris à gauche ou à droite, ça ne change rien. Je suis forcé d'être perpendiculaire à la première ligne que j'ai tracée. De même manière, en faisant clic droit, donc on a fait clic droit perpendiculaire, on peut aussi faire clic droit parallèle, et on peut aussi utiliser certaines autres options, notamment direction distance, qui permet d'aller dire, voilà, qu'on veut faire le prochain point à une telle direction et à une telle distance. On peut aussi utiliser absolute x, y, z pour aller donner des coordonnées. Alors un autre outil qui peut faciliter notre édition, c'est la grille. Alors la grille peut nous aider à faire de l'édition qui soit plus rectiligne avec des bons angles droits, vu que, comme vous voyez, on peut se snapper à la grille. Alors dans certains cas, comme à Bruxelles, le plan ne suit pas vraiment, comment dire, la ville ne suit pas vraiment un plan nord-sud, mais on peut aller faire une rotation de la grille. Ou un peu moins peut-être. Enfin, donc on peut faire une rotation qui peut correspondre à notre plan. Aussi, on peut aller choisir de paramétrer l'étendue, l'écartement de la grille. À quoi ça va nous servir? C'est que quand on va digitaliser, directement, ça va aller se caler sur la grille. Tac. Alors, on a parlé d'édition de géométrie, mais on a aussi l'édition d'attributs qui peut être utile. Bon, je ne vais pas sauvegarder ces éditions-ci, voilà. Alors, quelque chose qui peut être pratique, c'est de pouvoir exporter les données en Excel. Alors, vous savez tous qu'on peut exporter toute une table, mais on peut aussi choisir de copier-coller des données depuis une table vers un fichier Excel. Pour ceci faire, je sélectionne, donc je clique, j'appuie sur le bouton Shift et je vais plus loin. Et je clique sur le bouton ici, copier. Remarquez que ce n'est pas CTRL-C, mais que c'est CTRL-SHIFT-C. Donc ce n'est pas aussi simple que... Enfin, ce n'est pas le raccourci classique du CTRL-C. Mais bon, on peut aussi cliquer sur copier. Ensuite, ouvrir une table Excel. Et aller directement coller, voilà, l'extrait, la sélection dans le tableau Excel. Donc ça, c'est une petite nouveauté d'Argis Pro qui n'était pas possible avant. Alors, on va passer maintenant à la dernière section qui concerne le géoprocessing. Alors, il y a une fonctionnalité qui était disponible dans ArcMap et qui n'était jusqu'il y a peu pas disponible en Argis Pro, c'est la possibilité de faire tourner un outil en mode batch, c'est-à-dire de le faire tourner plusieurs fois avec le même paramètre assez facilement, sans devoir faire pour autant un script Python ou un modèle. Pour ce faire, on va faire un clic droit sur un outil et choisir l'option batch. Ensuite, on peut choisir qu'est-ce qui va être répété, qu'est-ce qui va être itéré. On peut choisir que ce sont les couches d'entités en entrée, ou bien par exemple ici dans le cas de mon buffer, de ma zone tampon, je peux choisir d'aller itérer sur la distance. Donc la procédure est assez simple, on fait un clic droit sur un outil et on choisit batch. Et ensuite le paramètre qui doit être itéré. Voilà, ici c'est le paramètre, bon, je vais mettre en input mes centres communes. Je veux dire que je vais faire un premier buffer d'1 kilomètre. Et il va me proposer directement
de faire un deuxième, et puis un troisième, etc., etc. Et je peux les faire tourner tous les uns après les autres. Donc, les deux principales utilisations de ce batch, c'est soit pour faire tourner, comme dans ce cas-ci, le même outil plusieurs fois avec un autre paramètre, mais ça peut aussi être de faire tourner le même outil sur plusieurs inputs. Donc, je reviens en arrière, je fais un clic droit sur buffer, je refais batch, mais cette fois-ci, je choisis input. Je peux dire de nouveau centre commune, et cette fois-ci, voilà, c'est dans ce champ-ci qu'il va me proposer de mettre plusieurs couches. Par contre, pour ma distance, une fois que j'aurai mis 1 km, il ne va pas me proposer de rentrer une deuxième valeur, parce que je vais itérer ou faire un batch, une opération en masse sur mes inputs. Donc voilà, pour les plus expérimentés d'entre vous qui utilisent déjà beaucoup ArcMap, vous devez connaître cette fonction, mais voilà, elle a été maintenant portée vers ArcGIS Pro, ce qui est toujours utile. Voilà. Et donc il fait 3 fois l'opération avec mes 3 couches. Ça fait beaucoup de petits ronds. Voilà. Alors une dernière chose, toujours avec l'outil de buffer, que je peux vous montrer, c'est l'input interactif d'outils. Donc si je retourne dans mon analyse, mes outils, je reprends cette fois-ci l'outil buffer standard sans faire pour autant de batch. Je peux choisir comme input de prendre une couche comme je l'ai fait, mais aussi maintenant d'aller créer sur la carte directement mon input. Par exemple en faisant une ligne. Voilà. Je vais donc créer une nouvelle ligne. Je dis 500 mètres. Et j'ai mon buffer autour de ma ligne de 500 mètres. Donc ça, le fait de pouvoir dessiner directement à l'écran, aussi bien un point qu'une ligne ou un polygone, ça peut permettre dans certains cas d'accélérer le travail. Donc voilà pour le géotraitement. Alors je vais juste vous montrer une dernière petite personnalisation pour conclure, qui est le fait de pouvoir aller changer l'apparence d'ArcGIS Pro pour les plus fans d'entre vous. En général, vous trouverez ici dans les options le thème de l'application. Vous pourrez choisir soit le thème standard clair ou bien le thème sombre pour ceux d'entre vous qui travaillent tard le soir. Donc une fois qu'on l'a fait, il faut relancer ArcGIS Pro. Je ne sauvegarde pas. Je relance ArcGIS Pro. Et j'aurai maintenant ArcGIS Pro dans un thème d'application plus sombre qui permet d'économiser un peu les yeux. Voilà. Donc j'ouvre juste une carte pour vous montrer que ce thème s'applique bien à l'interface, mais que par contre tout ce qui est carte reste dans les couleurs originales, donc on ne risque pas de se tromper dans l'interprétation des couleurs. Voilà pour cette démonstration. Alors si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours aller voir l'aide d'ArcGIS Pro, notamment en ce qui concerne tout ce qui est raccourci clavier. Il y a vraiment toute une série de pages qui vous donnent des raccourcis clavier pour l'édition, pour la cartographie, pour l'analyse. Enfin voilà, il y a, je pense, une page de raccourci clavier par thème en fait. Donc vous pourrez trouver vraiment beaucoup d'informations pour accélérer vos processus récurrents sur ce site. Et enfin, je voudrais vous signaler aussi les sites de e-learning, donc le site où vous pouvez suivre vous-même des cours sur ArcGIS. Donc c'est le Esri Academy. Alors si vous avez d'autres questions sur ArcGIS Pro ou sur ArcGIS en général, vous pouvez les poser dans le chat et nous y répondrons.
Des questions ou à partager vous aussi les petits trucs et astuces que vous avez découverts en travaillant avec Argis Pro. En attendant, je voudrais vous, vous signaler un peu comme d'habitude pour ceux qui suivent de manière récurrente nos webinaires que nous sommes toujours disponibles pour vous fournir des formations ou pour vous aider dans vos projets. Donc n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse email ou au numéro de téléphone qui s'affiche maintenant à l'écran. Et aussi, je voudrais d'ores et déjà vous inviter au prochain webinaire, le 26 avril, où nous nous intéresserons à l'utilisation des données du cadastre du ministère des Finances avec Arcus. Vous pouvez aussi consulter notre site et aller dans la section support et puis la section training pour voir tous nos cours organisés régulièrement. Merci pour votre présence et votre attention à tous et toutes. Si vous n'avez pas d'autres questions ou d'autres trucs et astuces à suggérer, je pense que nous allons conclure ici ce webinaire. Et merci à vous, Xavier, pour votre suivi. Merci, Marc. Alors, ça a peut-être été assez vite pour tous ces petits trucs qui vont un peu dans tous les sens dans l'interface. Donc, n'oubliez pas que ce webinaire sera disponible sur YouTube par après. Et puis sinon, vous pouvez toujours nous recontacter pour nous poser toutes vos questions. Voilà, eh bien, bon vendredi, bon week-end et à la prochaine.